Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes samedi 1er août 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bienvenue Larry. Me voilà, je vous ai manqué? Tellement de choses. Nous devions nous parler hier soir. Oui, je me rendais juste à Chattanooga. Ensuite, j'ai dîné avec un vieil ami, quelqu'un que je connais depuis 50 ans. Wow. C'est tellement précieux et important. J'ai dû passer un peu de temps avec lui. Oui, Larry, la guerre, d'une certaine manière, il semble qu'elle va commencer ce soir. Et nous le constatons en ce moment même. Regardez les alertes de sécurité de l'ambassade américaine à Jérusalem et dans la région d'Asie occidentale. Toutes ces ambassades exhortent d'une certaine manière les Américains en Israël et au Moyen-Orient à partir dès que possible, parce que l'attaque arrive. Ils disent que les Israéliens attaquent l'Iran avec Israël. Allez-y. Laissez-moi juste vous interrompre une seconde. Est-ce que pourriez-vous me lire ce que l'ambassade en Israël a dit? Parce que je ne l'ai pas vu. Les termes de ces avertissements sont donc importants. That's all. L'ambassade des États-Unis à Jérusalem a émis une alerte de sécurité, appelant les Américains se trouvant en Israël et au Moyen-Orient à envisager de partir en raison du risque d'une escalade imprévue. Elle a averti les citoyens américains de faire preuve d'une vigilance accrue et de se préparer à d'éventuelles annulations de vols, à des fermetures temporaires de l'espace aérien et à d'autres perturbations des déplacements. C'est ce qu'ils ont publié, d'accord. Oui, donc ça veut dire que Trump va le faire. Vous savez, c'était il y a plus d'une semaine, c'était la semaine dernière. J'imagine que c'était la semaine dernière qu'on pensait que Trump allait le faire. Là encore, certains avertissements avaient été adressés aux ambassades. Rien de très précis, pas d'instructions demandant aux gens de partir, juste de faire preuve de prudence. Certaines ambassades étrangères fermaient et faisaient partir leur personnel. Donc, vous savez, j'y ai vu le signe que, oui, on allait faire quelque chose. Et puis, vous savez, Trump a eu son jeudi. Je pensais que ça allait commencer jeudi soir ou vendredi soir, mais il y avait le dîner des correspondants, donc ils ne l'ont pas fait à ce moment-là. Et puis, le week-end n'a finalement rien donné. Mais là, je pense que c'est sérieux maintenant. Ils vont le faire. Et vous savez, je pense que l'Iran est resté en retrait, en se préparant simplement à répondre quand ça arrivera. J'ai parlé avec Miranda aujourd'hui. Il a dit qu'il s'attendait à une attaque américaine hier soir et qu'elle n'a pas eu lieu. Mais CBS News a rapporté que cette fois-ci, ils vont attaquer les réseaux électriques en Iran. Partons du principe qu'ils vont le faire avec Israël d'ailleurs. La différence, c'est qu'Israël va participer à l'opération. À votre avis, pourquoi ont-ils besoin d'impliquer Israël? Parce que les États-Unis n'ont pas, à eux seuls, la puissance de feu nécessaire pour le faire. Et parce qu'en ce moment, Israël est la principale base de tous ces avions américains. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Enfin, ce que cela devrait signifier, je ne sais pas si l'Iran le fera. Mais jusqu'ici, franchement, j'ai trouvé assez curieux que l'Iran n'ait pas frappé les bases aériennes israéliennes, à commencer par Ben Gurion. L'Iran a la capacité de mettre complètement ses bases hors service, sans rien faire d'autre, de détruire les réservoirs de carburant. La précision de ces missiles lui permet de le faire. Les systèmes de défense aérienne iraniens, israéliens et américains sont en grande partie épuisés, donc cela ne devrait pas poser de problème. Mais vous savez, impliquer Israël cette fois-ci, ce sera dévastateur pour Israël. Vous savez, ceux qui veulent voir Israël recevoir un karma largement mérité apprécieront ce moment, je pense. Que peut-on attendre de l'Iran s'il s'attaque au réseau électrique en Iran? Vont-ils commencer par attaquer les pays
du Conseil de coopération du Golfe. Vont-ils s'en prendre à Israël? Eh bien, c'est ce qu'ils ont dit. Ils s'en prendront à Israël et aux pays du CCG. Je ne sais pas s'ils s'en prendront à la Jordanie, mais au moins au Koweït, à Bahreïn, à l'Arabie Saoudite et au Qatar. Oui, ils seront dans le viseur. S'ils permettent que leur territoire soit utilisé par les États-Unis, alors ils en subiront les conséquences. Donald Trump a déclaré hier que l'Iran était faible, qu'il est en train de se renforcer et qu'après-demain, il va s'affaiblir. Et supposons qu'il frappe les réseaux électriques en Iran. À votre avis, est-ce que cela va changer la domination iranienne sur le détroit d'Ormuz? Non. Je veux dire clairement, cela va provoquer des perturbations et des désagréments pour les Iraniens. Mais l'Iran n'est pas un pays doté de systèmes de pouvoir centralisés qui contrôlent l'ensemble du pays. C'est un grand pays, il est diversifié, il est décentralisé. C'est l'un des avantages de l'Iran. Donc encore une fois, les États-Unis pensent que s'ils frappent assez fort, l'Iran va s'effondrer. Et les États-Unis continuent de ne pas tirer les leçons. Ils ne retiennent pas la leçon. Est-ce qu'ils coopèrent avec les pays du CCG pour mener cette attaque? Parce que selon moi, ça va dévaster l'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats arabes unis. Je ne sais pas. Ce que nous savons, c'est que les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont mené une attaque coordonnée en Irak contre des groupes chiites alignés sur l'Iran ou qui le soutiennent. Donc je pense que du point de vue iranien, c'est suffisant pour dire d'accord, les Saoudiens, vous avez perdu votre carte de sortie de prison. La nuit dernière, l'Iran a attaqué le nord du Koweït en visant ses systèmes HIMARS présents dans cette zone. Et il semble que je ne sais pas combien de ces attaques vont venir d'Israël, combien vont venir de Jordanie, ni quelles sont les capacités des États-Unis à utiliser d'autres pays de la région. Parce que c'est important dans le calcul iranien et dans la manière dont ils réagissent. Eh bien, quels autres pays? Peut-être l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Je ne sais pas si le Qatar va en faire partie. Je veux dire, le rôle essentiel des Saoudiens serait donc important pour le ravitaillement en vol, comme base pour les avions ravitailleurs. Les avions survoleraient l'Arabie Saoudite pour atteindre l'Iran. Donc en réalité, il y a deux itinéraires, survoler l'Arabie Saoudite ou survoler l'Irak. Et il reste à voir si, vous savez, on a parlé des Chinois qui auraient livré ces missiles solaires tirés à l'épaule. Je ne connais vraiment pas leur portée, mais je soupçonne qu'ils ne sont pas capables de faire face, par exemple, à des F-35 volant à haute altitude, ou à des F-16 ou des F-15. Or F-16s or F-15s. Et hier soir, si les Iraniens pensaient que les États-Unis allaient les attaquer hier soir, c'était à cause du calendrier de la guerre. S'ils veulent riposter ce soir, s'ils attaquent l'Iran, demain soir, les marchés asiatiques vont ouvrir. Et c'est ça le problème. Mais est-ce que vous voyez Donald Trump, cette fois-ci, dire simplement « Je ne me soucie plus des marchés, je vais les attaquer pendant 2 ou 3 semaines, et on verra bien ce qui en sortira. » En réalité, je pense qu'ils se préoccupent du marché, parce que, selon CBS, c'était l'un des sujets dont ils discutaient. Si nous faisons ça, d'ailleurs vendredi, on a vu qu'il y avait une manipulation du marché. Ils ont attendu après la clôture. J'ai oublié ce qu'ils ont fait, mais le marché a de nouveau réagi négativement. C'est donc la combinaison du pétrole, mais ce n'est pas le pétrole.
C'est sur ça que les gens continuent de se focaliser. Mais le vrai problème, så är det avixallades till för behavior gård. The production of diesel and aviation fuel. If you put together, Si vous faites, vous savez, un schéma de tout le processus, depuis l'extraction du pétrole, sa mise en baril ou dans un pétrolier, le trajet de ce pétrolier jusqu'au marché, son déchargement, l'acheminement vers la raffinerie, puis le traitement par la raffinerie. Si vous passez par toutes ces étapes, il y a beaucoup de goulets d'étranglement possibles. Et ensuite, une fois que c'est produit, il faut le distribuer. Donc à l'heure actuelle, la quantité de pétrole qui est... Enfin, il y a bien un problème avec la quantité de pétrole qui arrive dans ces raffineries. Mais le problème le plus important, c'est la distribution elle-même et la quantité de diesel et de carburant aviation disponibles sur le marché. C'est une pénurie mondiale, sauf disons en Russie. Eux, ils en ont largement assez. except in, like Russia, they have plenty. Larry, le général Alexis Grynkewicz, le plus haut commandant américain en Europe, a déclaré avoir averti le Pentagone qu'il ne disposait pas d'un nombre suffisant de destroyers de la marine pour continuer à défendre Israël contre des missiles balistiques iraniens s'il tente d'attaquer l'Iran ce soir. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Pourquoi Grynkewicz? C'est le commandant d'EUCOM. Ça devrait être Cooper, le commandant de CENTCOM. C'est lui qui aurait les destroyers. Exactement. Je ne sais pas pourquoi il parle de ça, mais il a dit aujourd'hui que ça l'inquiétait. Ce n'est même pas ça. Ce n'est pas sa zone de responsabilité. Enfin, s'il parle, je suppose, d'opérer depuis la Méditerranée. Il semble qu'on lui ait demandé d'envoyer davantage de destroyers dans la région. Et il dit que, vous savez, dans une communication privée adressée à de hauts responsables du Pentagone, il a déclaré que, sans destroyers supplémentaires, il pourrait être contraint de donner la priorité à la défense du territoire américain plutôt qu'à la défense antimissile d'Israël. C'est ce qu'il a dit. Donc il se peut qu'il cherche à affecter des destroyers rattachés au commandement européen, puis à les détacher pour les envoyer au commandement central. Ils opéreraient au large des côtes israéliennes et tenteraient d'assurer une protection de défense aérienne. C'est peut-être pour ça qu'ils s'en mêlent. Donc oui, ça aurait du sens. Vous savez, au sein de l'armée, ils ont ce concept de commandant soutenu et de commandant de soutien. Et pour chaque mission, on désigne toujours, dans ce cas-ci, si vous voulez, la défense d'Israël, que le commandant soutenu est le commandant du commandement central, le CENTCOM. Ensuite, on dirait aux autres commandements régionaux ou aux commandants de théâtre, d'accord, vous devez apporter votre soutien. Il pourrait donc dire à l'EUCOM, d'accord, vous êtes un commandement de soutien. Cela signifie que si l'amiral Cooper vous ordonne de lui fournir une aide, vous devez le faire. Et dans ce cas, le commandement européen aurait pu recevoir l'ordre de fournir les destroyers qui seraient au large des côtes israéliennes pour apporter leur soutien. Non, parce qu'en gros, nous n'avons plus de missiles patriotes, plus de missiles THAAD, et les stocks israéliens de missiles pour le dôme de fer et la fronde de David commencent eux aussi à s'épuiser. Voyez-vous la possibilité que la guerre se prolonge au-delà de 2 ou 3 semaines? Peut-être même davantage. Oui, oui. Je pense que ça peut durer 2 ou 3 semaines. Mais à un moment donné, la réaction des marchés boursiers, le choc pétrolier, puis tout simplement l'épuisement des stocks de munitions américains vont obliger Trump à faire de nouveaux marches arrière. J'imagine qu'il parle de frapper les réseaux électriques iraniens.
Et je vous ai demandé si cela allait changer la domination de l'Iran sur le détroit d'Ormuz, et vous avez répondu que non. Peut-on dire que s'ils essayent de le faire à nouveau, c'est entièrement à cause de la montagne de Pickaxe? Ils veulent attaquer cette cible. Ils y voient peut-être une sorte de... je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir avec cette attaque? Enfin, allez-y, attaquez la montagne Pickaxe autant que vous voulez. C'est comme se cogner la tête contre un mur de briques. Tout ce que vous allez faire, c'est vous faire mal à la tête. Vous ne ferez pas de mal au mur. Vous y laisserez peut-être un peu de sang, mais c'est tout. C'est le cas des États-Unis. Ils n'ont pas de bonne stratégie, alors ils essayent désespérément n'importe quoi, en espérant que quelque chose marche. CBS News a rapporté que le Premier ministre israélien a présenté à Donald Trump 3 options pour une guerre contre l'Iran lors de leur récente rencontre. Il a dit que cela comprenait des frappes militaires ciblant les voies de ravitaillement terrestres. Partons du principe qu'ils vont le faire. Ils veulent isoler la partie sud de l'Iran afin d'influer sur le détroit d'Ormuz. Ces voies de ravitaillement, cela veut dire que les États-Unis ont procédé de cette manière, même au cours des 2 dernières semaines, à mon avis. C'est ce qu'ils ont fait avec la ville de Bandar Abbas et d'autres villes dans l'ouest de l'Iran, en coopération avec Israël. Je ne sais pas quelles sont les autres options du Premier ministre israélien, mais il semble qu'il se concentre essentiellement, là encore, sur l'isolement de la partie sud de l'Iran afin d'influer sur le détroit d'Ormuz. Mais quand vous parlez d'isolement, vous voulez dire contourner le blocus. Ils parlent d'attaquer les voies de ravitaillement. S'ils attaquent ce soir, ils vont frapper les voies de ravitaillement. Quelles sont les voies de ravitaillement? Je veux dire les voies maritimes qui remontent vers le détroit ou les voies terrestres qui passent par le Pakistan et le Tadjikistan. Je suppose que ce sera tous, puisqu'ils ne précisent pas ce que cela signifie. Et c'est ça le problème. Les États-Unis n'ont pas cette capacité, parce que si vous voulez tenter d'attaquer des axes terrestres dans l'est de l'Iran, vous savez, cela exige une puissance aérienne, que franchement, ces groupes aéronavals qui fournissent, je pense, l'essentiel des avions frappant le long de la côte sud de l'Iran, n'ont pas. À terme, ils seront obligés de quitter la zone pour se réapprovisionner. Donc, ils finiront par manquer de munitions à tirer. Donc voilà. Et les États-Unis, avec cette tentative de mettre en place un blocus, encore une fois, n'ont pas assez de navires. Tant qu'il ne s'agit que de 2 ou 3 navires, bon, les États-Unis peuvent probablement gérer ça. Sauf que repérer 2 ou 3 navires dans cet immense océan là-bas, ce n'est pas facile. Mais qu'est-ce qui se passe quand 20 navires se déplacent? Les États-Unis n'ont pas 20 navires à envoyer pour les intercepter. Ils ont retiré les systèmes patriotes du Kurdistan irakien. Oui, parce qu'ils n'ont plus de missiles. Alors gardez les lanceurs, allez-y, ils déplacent les lanceurs. Ils ne déplacent pas les missiles. Ils n'ont plus de missiles. Mais vous pensez qu'ils vont les installer en Israël? C'est possible, parce qu'ils essaient d'entraîner Israël dans le conflit. C'est pour ça qu'ils les retirent du Kurdistan irakien et les installent en Israël, afin de préparer Israël au combat. Oui, et dans quel but?
Ted Postol a déjà démontré que les Patriots avaient un taux d'interception inférieur à 10%. D'accord, allez-y, déployez-les là-bas. Ils sont pratiquement inutiles. Mais il y a aussi la pénurie de missiles. Il y a une pénurie de missiles PAC-3. Je ne saurais trop insister là-dessus. Ce que nous savons avec certitude, enfin, disons-le comme ça, on nous a dit que de 2015 à 2020, soit 6 ans, Lockheed Martin produisait entre 100 et 300 missiles par an. D'accord? J'ai donc retenu 300 comme maximum. Accordons-leur le bénéfice du doute en prenant le maximum, car en réalité, cela pouvait être moins. Ça fait 1800. Et si vous ajoutez ce qui a été produit, il y en a eu en réalité environ 500 entre 2021 et 2024, puis plus de 600. Donc d'après les sources ouvertes, on sait quelle a été la quantité réellement produite, à moins qu'ils aient une installation secrète. Ensuite, il suffit d'additionner le nombre qui ont été tirés en Ukraine, le nombre tiré pendant la guerre de 12 jours, le nombre tiré durant les 42 premiers jours de cette guerre, et ceux qui ont été tirés depuis. Ils sont à sec. Enfin, on parle probablement de moins de 200. Ils n'en ont donc pas un stock abondant. Alors allez-y, déplacez les lanceurs patriotes vers Israël. Ce ne sera qu'une cible de plus pour l'Iran. On a appris que l'ambassade des États-Unis en Égypte a émis sa première alerte de sécurité à l'intention des citoyens américains depuis 4 mois. Et vous savez, c'est majeur. Et CBS News rapporte de nouveau que les États-Unis et Israël préparent une vaste campagne de bombardement conjointe contre les infrastructures énergétiques de l'Iran, notamment des centrales électriques et des raffineries. J'imagine que la réponse iranienne. Le détroit est totalement fermé, Larry, aujourd'hui. Il ne se passe rien dans le détroit d'Ormuz. Alors la guerre, bon, encore une fois, il faut... Vous savez, moi j'ai toujours... Enfin, je pense que ce que les États-Unis ont fait le 28 février était odieux, vous savez, malfaisant. Vous lancez une attaque surprise. Et si vous allez lancer une attaque dans une guerre, n'allez pas l'annoncer à l'avance à l'ennemi. Et vous savez, dans ce cas-ci, ce sont les États-Unis qui le font, parce que l'Iran, lui, n'annonce pas vraiment ce qu'il va faire. Mais voilà les États-Unis qui l'annoncent. Et regardez l'Iran maintenant. Je viens de voir le message. Ils se sont placés en état de guerre. La région est-elle prête à tout ça, Larry? Vous évoquez toujours le cas des pénuries de pétrole et ce qui se passerait à la suite de cette guerre. Je pense que cette nouvelle escalade va tout détruire dans la région, si c'est bien le plan pour ce soir. Ces porteurs sont tellement préjudicieux. Une seule attaque. Vous vous souvenez de l'attaque iranienne contre les installations de GNL au Qatar, a détruit, vous savez, 17% de leur capacité lors d'une seule attaque de drone contre ces installations. Et s'ils intensifient cela, c'est quelque chose de nouveau, Larry. Cela ne s'est pas produit pendant la deuxième phase de la guerre. Je parle de la guerre qui a commencé le 28 février. Et s'ils attaquent les installations pétrolières et les centrales électriques, c'est quelque chose de nouveau. Et cela veut dire que les États-Unis ont coordonné cela avec les pays du CCG. Est-ce que cela signifie qu'ils y sont préparés? Je suppose que qu'ils ont étudié tous ces scénarios pour la guerre. Et Israël, à mon avis, a étudié tous ces scénarios. Mais le problème pour les États-Unis, ce sont tous les pays du CCG pris ensemble. And il est impossible d'avoir une stratégie unifiée avec tous ces pays réunis. Eh bien, une stratégie unifiée, ça veut dire que tous les pays sont d'accord pour détruire l'Iran et qu'ils vont coopérer sur des plans militaires pour le détruire.
Eh bien, je ne sais pas. Il y a encore tellement de divisions internes entre les Saoudiens, les Émiratis et les Qataris. Et les Saoudiens et les Émiratis, vous savez, c'est un vrai bazar. Donc tout le monde est prévenu, ils sont prêts, ils disent d'accord, on retourne à la guerre, nous y sommes condamnés, nous reconnaissons que nous n'avons plus le choix. Alors ils vont se préparer et ils ne vont pas attendre des heures avant de réagir. Je pense que vous verrez si l'intensité de ces attaques est bien celle qu'ils prétendent, que l'Iran répondra immédiatement et de manière globale. Quelles seraient les cibles en Israël selon vous? Ben Gurion, Nevatim, la base aérienne dans le sud. Il y a une autre base aérienne, j'ai oublié son nom, qui se trouve un peu au nord-ouest de Nevatim en direction de Gaza et de la frontière égyptienne. Les 2 raffineries de pétrole, les ports, détruisez leurs infrastructures. De cette façon, surtout si vous détruisez ces raffineries, vous allez gravement compromettre la capacité d'Israël à produire le diesel et le carburant d'aviation nécessaire pour maintenir ses avions en l'air. Une fois de plus, Benjamin Netanyahou se rend aux États-Unis et Donald Trump décide de revenir à la guerre. Oui. Est-ce que c'était le plan ou bien la pression de Benjamin Netanyahou? Eh bien, je ne sais pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est en tirer la conclusion que, vous savez, la dernière fois que c'est arrivé, les États-Unis ont lancé une attaque surprise contre l'Iran. Cette fois, ce ne sera pas une surprise, ils l'annoncent partout, vous savez, et ça fuite. Ah oui, on a ces attaques majeures qui arrivent. C'est la chose la plus foutrement stupide. Vous savez, ça ne me surprendrait pas qu'avec l'aide des Chinois et des Russes, l'Iran ait préparé des systèmes de défense aérienne pour son aviation dont nous n'avions peut-être pas connaissance. Oui. Et quand il parle du blocus terrestre contre l'Iran, parce qu'en ce moment, on a l'impression qu'il se concentre surtout sur ce blocus terrestre. Quand il s'agit de ces installations, de ces routes, des routes de ravitaillement dont il parle, peut-être qu'il parle de l'ensemble du pays, de tout ce qui l'entoure. Mais, d'une manière ou d'une autre, tous ces liens entre l'Iran et le Pakistan, entre l'Iran et la Turquie, ils essayent d'isoler l'Iran. Je ne sais pas si tous ces pays vont coopérer avec les États-Unis, parce qu'ils ont besoin du Pakistan, de l'Azerbaïdjan, de la Turquie et de l'Afghanistan s'ils veulent se concentrer sur un blocus terrestre contre l'Iran. Oui, je vois bien les Afghans très désireux de coopérer avec les États-Unis et d'essayer de bloquer l'aide à l'Iran. Oui, bien sûr, ça va arriver. Vous savez, les singes sortiront du cul de Donald Trump avant que ça n'arrive. Il est resté figé là-haut une seconde. Vous m'entendez, Larry? Oui, vous êtes de retour. Oui, vous ne voyez pas ça se produire de sitôt. Le blocus terrestre, parce qu'ils en parlent, en ce moment, ils se concentrent surtout sur le blocus terrestre. Hier, ils en parlaient, et on a vu récemment le général Wesley Clark en parler aussi. Cela pourrait être l'une des options viables. Je ne sais pas comment ils peuvent influencer la liaison entre l'Iran et la Russie sur la mer Caspienne. Peut-être que l'Ukraine va en faire partie. Non, l'Ukraine n'a pas. L'Ukraine était déjà au téléphone, en train de s'excuser auprès de l'Iran d'avoir attaqué son navire. Vous l'avez vu l'autre jour. Écoutez, aucun message cohérent ne sort de l'administration Trump. Donald Trump est perdu. Il est désespéré. J'imagine, Larry, qu'ils vont encore utiliser les HIMARS.
Comme je l'ai mentionné, l'Iran les a attaqués la nuit dernière dans le nord du Koweït. Je ne sais pas combien de ces systèmes ils ont dans la région, parce qu'ils doivent être si proches des frontières iraniennes. It doesn't matter. It doesn't matter. Look, Ça n'a pas d'importance. Écoutez, vous comprenez, ou du moins j'espère que vous comprenez maintenant, que le HIMARS utilise deux types de missiles, les attaques MS. Donc je vais faire la recherche. Quelle est la portée d'un missile attaque MS? Vous le savez? 300 km, si je ne... Ah, d'accord. Oui, environ 300 km, 180 000. D'accord? D'accord. Prenez simplement une carte. Que vous le tiriez depuis le Koweït ou Bahreïn, l'attaque atteint à peine la route. Le seul endroit où il peut vraiment être efficace, avoir un impact, c'est s'il est tiré depuis le Koweït, comme depuis le camp Buehring en direction d'Avaz. Ça, c'est à sa portée. Sinon, il n'a aucune portée. Alors, il vous reste ce qu'on appelle les PRSM, les missiles de précision. Désolé, le téléphone de l'hôtel sonne ici. Mais ils n'ont plus de missiles de précision, c'est PRSM. Ils en ont plus. Ceux-là vont à environ 500 km par heure. those PRSMs, they're out. Those go like 500 kilometers. But they're out. Mais ils en ont plus, donc ça n'a pas d'importance. Ils peuvent déplacer tous les HIMARS qu'ils veulent. Les HIMARS, pour toute attaque contre l'Iran, en dehors d'Avaz, ne servent à rien. They're irrelevant. De combien d'avions de chasse ont-ils besoin pour lancer une attaque massive, Larry, contre l'Iran? Et de combien d'avions ravitailleurs pour alimenter ces avions de chasse en carburant? Well, yeah, and there comes the problem. Eh bien, c'est là que se pose le problème. Je ne sais pas, j'imagine que la notion d'attaque massive dépend du point de vue. Si vous êtes attaqué, vous dites « Oh, c'est massif ». Mais même s'ils utilisent, disons, 50 avions de combat pour lancer des attaques, qu'est-ce qu'ils emportent? Des JASSM ou des Tomahawk ou bien des JDAM? Dans ce cas, leur rayon d'action est bien plus limité. Et ces avions, s'ils décollent de Jordanie ou d'Israël, door effectueren deux ravitaillements en vol aller. Comme ça, we're sanctioning pas ravitaillement. Five planes per one air tanker. But then you got it times two. Mais ensuite, vous multipliez par 2, donc 20 avions ravitailleurs. Mais ça ramène à la même question. Est-ce qu'ils ont le carburant sur ces bases aériennes? C'est là que l'Iran peut les paralyser. Ils détruisent les réservoirs de stockage de carburant sur toutes ces bases aériennes. Alors ces appareils n'ont plus rien pour ravitailler les avions en vol. C'est pour ça que je ne comprends pas ce que l'Iran peut bien foutre dans ce domaine. Ça devrait être leur priorité parce que vous détruisez le pétrole, vous détruisez le carburant. Tous ces avions ne sont plus que des pièces de musée posées au sol. Ils ne peuvent rien faire. Il leur faut du carburant d'aviation. Ce pétrole se trouve-t-il en Israël, dans les pays du CCG? Non, on parle du pétrole séparé, du carburant aviation et du gazole. Tout cela est produit par ces deux raffineries d'Ashdod et de Haïfa. Ou bien, ce carburant est acheminé à bord d'un pétrolier, apparemment depuis la Turquie. Donc, détruisez-les. Une fois qu'elles seront détruites, leur capacité à mener des opérations aériennes sera très fortement limitée, voire interrompue. Larry, qui propose cette opération à Donald Trump, est-ce qu'on a des informations? Parce que récemment, on a vu que le commandant du CENTCOM, l'amiral Bradley Cooper, a déclaré qu'il n'y avait pas d'option viable pour nous avec ces frappes dans le sud de l'Iran, ou qu'il n'y avait pas de stratégie derrière tout ça. Mais là, il semble mettre en place une nouvelle stratégie, attaquer les réseaux électriques et les raffineries en Iran. Qui est derrière ce plan? Bibi Netanyahu, I guess. No, there's. Aucune idée, Nima, j'imagine. Arrêtez de dire qu'il y a un plan.
vous laissez entendre qu'ils ont vraiment réfléchi à tout ça. Genre, il faut qu'on fasse ceci, on va faire cela. C'est du désespoir. Il faut qu'on fasse quelque chose. D'accord, ils vont faire quelque chose. Mais oui, s'ils vont jusqu'au bout, ils vont s'en prendre au réseau électrique, s'ils s'en prennent encore à des usines de dessalement, s'ils s'en prennent aux installations nucléaires, l'Iran a clairement dit qu'il anéantirait ces installations dans les pays du Golfe. Ces pays du Golfe seront foutus. Peu importe la taille de leur armée ou quoi que ce soit. Sans électricité en plein été, sans usines de dessalement, ces pays ne peuvent pas survivre. Those countries can't survive. Je ne sais pas si l'Iran attaquerait des usines de dessalement dans les pays du CCG, Larry. Mais avec Israël, cela pourrait arriver. À mon avis, le cas d'Israël est différent aux yeux des Iraniens. Et d'une certaine manière, on a le sentiment qu'Israël revient de nouveau et reprend part à la guerre. Hier, j'ai parlé avec Ted Postol. Il nous a montré le missile iranien appelé Fatah. Il a montré la zone que ce missile peut frapper et les destructions qu'il peut provoquer. C'est incroyable. Je ne sais pas si toutes ces informations parviennent à Donald Trump. Je suis sûr qu'il comprend. C'est juste qu'il n'y prête pas attention ou qu'il l'ignore. Et ça, c'est une grande différence. Est-ce que ça va aider Bibi Netanyahu, comme vous l'avez dit? Alors, attaquons l'Iran. Laissons l'Iran nous attaquer et nous détruire. En quoi est-ce que ça va l'aider? Non, mais ils sont désespérés. Donc voilà, vous savez, ils continuent de sous-estimer les capacités de l'Iran. Et vous savez, la position de négociation de l'Iran, je pense, a alimenté cette perception selon laquelle l'Iran est faible. Alors vous savez, l'Iran doit vraiment arriver au point de dire, bon, nous n'allons faire preuve ni de pitié, ni de retenue. Ils ont très bien réussi à neutraliser les systèmes radars et les systèmes de communication par satellite pendant les 6 premières semaines de la guerre. Mais pour l'amour du ciel, ils n'ont pas détruit les réservoirs de carburant d'aviation. Détruisez-les et ces avions ne peuvent plus voler. C'est très simple. Et je pense que l'Iran a la capacité de le faire. Donc, on en revient au planificateur qui demande « Mais à quoi diable pensez-vous » Cette fois-ci, c'est possible. Ça pourrait être le sujet principal. Enfin, je veux dire, quand les attaques sont lancées contre l'Iran, comment le sont-elles? Elles le sont par des avions. D'accord, d'accord. Détruisez les avions ou détruisez les systèmes qui leur permettent de voler. Stratégique, oui. Simple, oui. Larry, que pensez-vous des attaques contre des navires américains en Égypte alors que tous ces Iraniens sont sortis et en ont parlé à Washington? C'était une opération sous faux drapeau israélienne, tout simplement. Vous savez, 2 jours avant cette attaque, une émission sur l'une des chaînes de télévision iraniennes avait montré toute une carte de l'Europe jusqu'à la côte nord de l'Afrique. Ils avaient dit, voilà des endroits où l'Iran pourrait riposter contre l'Ukraine. Et le port de Damiette figurait parmi les lieux indiqués. Et je pense que quand les Israéliens ont vu ça, ils se sont dit, parfait. On va frapper Damiette avec un drone et en rejeter la faute sur l'Iran, en prétendant que ça fait partie de ses représailles. Mais l'Iran n'a absolument aucun intérêt à attaquer l'Égypte. Et attaquer un méthanier américain dans un port égyptien, alors qu'on affirme que son objectif est de riposter contre l'Ukraine. Enfin, ce n'est pas qu'il n'y ait rien pour lequel riposter contre les États-Unis. Mais, encore une fois, ça n'avait tout simplement pas de sens. À mon avis, c'était une opération sous faux drapeau maladroite menée par Assad.
Vont-ils le faire, Larry? Combien d'avions de combat Israël a-t-il pour coopérer avec les États-Unis compte tenu des dernières attaques? Parce que, si l'on se souvient du 28 février, leur nombre n'était pas si important. Ils ont participé à l'opération, mais ce n'était pas significatif. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est leur ordre de bataille sur ce point. En revanche, ce que je sais avec un degré de certitude assez élevé, c'est que les F-35 présents sur le théâtre d'opération ne fonctionnent pas à 100% de leur capacité. Plusieurs sont au hangar, plusieurs ne sont pas opérationnels au combat. Je veux dire, vous savez, des rapports précédents du secrétaire de l'armée de l'air ont indiqué que le niveau de disponibilité de ces F-35 pouvait tomber à 20 ou 30%. Autrement dit, seuls 20 ou 30% sont opérationnels. Les 70% restants sont en maintenance au hangar ou ont un problème quelconque. Donc, Mais nous connaissons les avions ravitailleurs qu'ils ont, et 3 ou 4 avions ravitailleurs. oui, mais là encore, c'est la même chose pour les avions ravitailleurs. Ils ont besoin d'entretien. Plus ils sont sollicités, plus ils s'usent, ce qui accroît les besoins de maintenance. Ensuite, il y a les équipages. Les équipages ne peuvent pas voler 24 heures sur 24. Il y a des exigences de repos, tout simplement parce qu'ils savent que s'ils ont un équipage épuisé, physiquement épuisé, qui n'a pas suffisamment dormi, ils risquent de faire s'écraser un avion. Il y a donc certaines limites logistiques humaines à ce que les États-Unis peuvent faire. Mais à part ça, on dirait bien que les États-Unis sont résolus à faire la guerre. Hier, Donald Trump a annoncé que le Conseil de paix était parvenu à une sorte d'accord pour désarmer le Hamas et qu'ils allaient désarmer le Hamas. Comment cela va-t-il se passer? Voyez-vous une raison de le croire? Eh bien, ce que le Hamas a dit, c'est que vous savez, je pense qu'ils sont prêts à renoncer à certaines armes une fois qu'Israël aura quitté Gaza. Et ils ont eu des discussions avec la Turquie et l'Égypte, mais ils ont été clairs. Nous ne les abandonnerons pas tant que les Israéliens ne seront pas partis. Donc ils pourraient être prêts à le faire, mais Israël ne sera pas prêt à partir. Je pense donc que ce sera encore une proposition vouée à l'échec. Trump pourra se vanter « Oh, nous avons obtenu un accord de paix, la paix est à portée de main ». Ce n'est pas le cas. Ils ne demandent pas seulement cela, Larry. Ils parlent de la reconstruction de Gaza. Ils parlent de la création d'un État pour le peuple palestinien. Israël n'accepterait aucune de ces demandes. Exact. Oui, je sais. C'est pour ça que je dis que c'est une fantaisie de plus. Vous savez, aux États-Unis, on appelle ça le fantasy football, le fantasy baseball ou le fantasy basketball. En général, ce sont des hommes qui y jouent, quelques femmes aussi. Ils se réunissent, disons, à 10, puis ils sélectionnent des joueurs de différentes équipes. Ensuite, selon les performances de ces joueurs chaque semaine en match, ils gagnent des points. Et ça devient une ligue virtuelle. En fait, vous faites comme si, oh là là, je suis le manager d'une équipe de football et je gagne cette semaine. Mais ce n'est pas réel. Et c'est exactement ce à quoi nous avons affaire ici. C'est ce que j'appelle la diplomatie virtuelle. Et la coalition de l'Arabie saoudite. Tous ces pays qui n'ont rien fait pour Gaza, pour le peuple palestinien, se rassemblent avec l'Arabie saoudite pour s'en prendre au Yémen, qui se bat pour sa souveraineté. Le blocus du Yémen dure depuis de nombreuses années, et ils n'ont rien fait. Tous ces pays musulmans.
Oui, quand on les met tous ensemble, j'ai hâte de voir cette force navale réunie avec tous ces pays. Oh mon Dieu. Je veux dire la marine jordanienne. La Jordanie est enclavée. Elle n'a pas de marine. Même chose pour Bahreïn, le Koweït. Vous savez, si le Bangladesh a une marine, c'est probablement une barque à rames. Vous savez, c'est une blague. La Somalie figurait sur la liste, je crois. Oui, c'est tout simplement absurde. Une absurdité. Oui, c'est une tentative désespérée des Saoudiens. Regardez, on a du soutien. Très bien, voyons comment ça se passe. Vous voulez me dire que tous ces pays réunis font le poids face à la marine américaine et à son groupe aéronaval qui s'est fait laminer par les Houthis en mer Rouge? Aucun de ces pays, même tous réunis, ne peut égaler la puissance navale dont disposaient les États-Unis. Et la puissance navale américaine s'est révélée insuffisante pour faire face aux Houthis ou à Ansar Allah. Quand on regarde la liste de ces pays, c'est en gros le Conseil de la paix avec Donald Trump. Ce sont les mêmes pays qui soutiennent l'Arabie saoudite dans sa guerre contre le Yémen. Ces pays, captifs des politiques sionistes des États-Unis, c'est embarrassant. Que pensez-vous, Larry, de ce qui s'est passé avec l'Espagne? Toutes ces personnes ont afflué sur le territoire espagnol, ou dans ces territoires, vous savez. Hier, certains rapports indiquaient que les autorités marocaines aidaient ces jeunes hommes, à envahir l'Espagne d'une certaine manière. Et c'était totalement. Que pensez-vous de ce qui se passe? Environ 50 000 personnes arrivaient, d'une façon ou d'une autre. Et c'était énorme. C'était une opération de renseignement. J'espère que vous vous en rendez compte. C'est probablement une combinaison du Mossad et de la CIA. Et ces plans ont été mis en place pour, vous savez, ça implique de distribuer de l'argent, de payer des gens pour qu'ils se présentent et de leur donner des instructions. Tout ça est conçu pour embarrasser l'Espagne. Et l'Espagne a été humiliée. Vraiment. Mais ça renvoie aussi à une autre question. Pourquoi diable l'Espagne conserve-t-elle des territoires en Afrique du Nord qui sont rattachés au Maroc? Rentrez chez vous. Restez dans votre putain de pays. Je ne le savais pas, pour être honnête. Je ne savais pas que l'Espagne possède un territoire près du Maroc. Ces îlots, oui, ils sont marocains. Ils font partie du territoire marocain. À l'origine, ils faisaient partie du territoire marocain. Ce n'est que l'héritage des conquêtes coloniales de l'Espagne. Rendez-le. Rentrez chez vous. Oui, c'est à peu près ça. Mais il faut comprendre comment Benjamin Netanyahou... En gros, Larry, quand on regarde ce qu'il publiait, voici le fils de Benjamin Netanyahou qui publie qu'ils avaient un plan pour l'Espagne. En gros, ils disent que ces musulmans vont vous envahir, qu'ils vont faire ceci et cela. Et vous voyez, c'était en 2015, si je ne me trompe pas, que le type, voilà ce qu'il a publié. Vous voyez, chers Arabes et musulmans, vous voulez libérer des terres arabo-islamiques occupées. Allez dans une partie de l'Espagne, cette partie du territoire. Et cela fait partie du jeu que Benjamin Netanyahou veut mener contre l'Espagne, parce que l'Espagne a une position très forte sur la Palestine. À mon avis, elle essaie de faire de son mieux pour aider le peuple palestinien, plus que n'importe quel autre pays d'Europe. Quand on regarde l'Allemagne ou le Royaume-Uni, ils soutiennent Israël, envoient des armes, des moyens de reconnaissance, tout ce qu'il faut, et leur fournissent des renseignements pour attaquer Gaza. Et puis il y a l'Espagne. L'Espagne, c'est totalement différent. C'est pour ça qu'ils doivent faire quelque chose contre elle. Oui, enfin regardez,
Les sionistes sont un cancer. Et c'est juste un exemple de plus du fait qu'ils ne cherchent pas à construire ni à améliorer les choses. Ils ne pensent qu'à détruire. Il faut que tout se fasse selon leurs seules conditions. Au bout du compte, je crois qu'ils échoueront. Tous les régimes autoritaires de ce genre échouent. Ils sont voués à l'échec. All authoritarian regimes like this fail. They're destined for failure. Thank you, Larry. Merci, Larry. All right. Très bien, et profitez bien de votre séjour là où vous vous trouvez en ce moment. Yeah, Oui, nous sommes à Chattanooga, dans le Tennessee. Oui, All right, my friend. Très bien, mon ami. On se parlera peut-être demain. Je te tiendrai au courant. À demain. Exactement. D'accord. Au revoir. Au revoir. Bye.